Racontez-nous un peu votre enfance déjà. Vous habitiez à Paris? Bah, mon enfance, mes parents ont émigré en 1928. Ils venaient de Pologne, évidemment, à cause de l'antisémitisme qu'il y avait là-bas. D'ailleurs, ça n'a rien changé. Ils le sont encore plus qu'avant. Il n'y a plus de communauté juive en Europe, mais en Pologne, mais ils sont quand même toujours aussi antisémites. Ça n'a rien changé. Bah, finalement, et surtout parce que tous les membres de notre famille avaient déjà émigré à Paris. Alors, disons que mes parents étaient les derniers. Donc, on s'est installé à Belleville. Évidemment, nous étions une famille nombreuse. Bah, la vie n'a pas été facile parce que comme c'était au moment de la crise économique mondiale, enfin finalement, moi je suis arrivé en France, j'avais quelques mois. Pour moi, des souvenirs de Pologne, hein, si j'en ai eu après. Bon, bah disons que bon, j'avais des frères qui étaient beaucoup plus âgés, bon, bah ils trouvaient des petits boulots. Finalement, on a survécu comme tous les gens qui arrivaient dans ces quartiers populaires où tout le monde était pratiquement logé à la même enseigne. Enfin, nous avions une famille très soudée, tout le monde s'entendait très bien. On n'a pas eu de problème d'intégration parce que, disons que la moitié des classes étaient comme nous, quoi, des enfants d'émigrés. Et puis il y avait quand même une très forte solidarité. C'est-à-dire que dans ces quartiers pauvres, les gens sont beaucoup plus solidaires que dans les quartiers riches. Bon, moi, disons que j'ai pas grand-chose à dire sur mon enfance, parce que tout s'est relativement bien passé. Enfin, normalement, vous savez, on n'a jamais eu une vie très importante, parce que c'est pareil, hein, il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais enfin, j'en ai pas souffert. Hein. On ne connaissait pas autre chose. Ouais. Et alors, à quel moment ça bascule un peu dans votre vie quotidienne? Eh ben, ça a basculé à partir de 1939, bien sûr, puisqu'il y a eu la déclaration de la guerre. Alors, disons que ça n'a pas tellement basculé à cette époque-là, parce que entre 39 et 40, c'est ce qu'on appelait la drôle de guerre. Bon, il y a eu quelques petits changements, mais enfin pour les enfants, moi, en 39, j'avais 11 ans, alors vous savez, même dans les familles, quand il se passait des événements, on n'en parlait pas devant les enfants. Alors disons que jusqu'en 40, bon, bah, on a vécu. Je ne sais pas si on peut dire normalement, parce que je n'ai pas de souvenir d'avoir vécu différemment. Et puis, donc en 40, évidemment, moi j'ai quitté l'école, j'ai donc fait l'école maternelle à Paris et l'école communale jusqu'à 12 ans. À 12 ans, en juin 40, j'ai passé mon certificat d'études et puis je ne suis plus jamais retourné à l'école après. Parce que, évidemment, j'ai un de mes frères qui était parti à l'armée. Donc, évidemment, en 40, il a évité l'encerclement de l'armée allemande et il a réussi à passer la ligne de démarcation et il était à Pau. Bon, puis mes autres frères étaient partis pendant l'exode, évidemment. Alors, à la maison, il ne restait plus que mes parents. Moi, j'avais 14 ans, 42. Ma sœur avait 16 ans et j'avais un petit frère de 11 ans. Alors évidemment, en 42, ma sœur, elle a voulu continuer ses études, donc elle était dans une école complémentaire. Et moi à 12 ans, j'ai été travailler. Parce que j'étais la seule à essayer de faire vivre le peu de famille qui restait. Qu'est-ce que vous avez fait comme Eh bien, je travail? suis rentré dans une petite fabrique de chaussures qui était rue de Belleville, où on m'a appris à nettoyer les chaussures, enfin bref. Et puis bon, bah, avec ce que je rapportais, puis on avait quand même des commerçants qui n'étaient pas juifs, qui nous aidaient quand même beaucoup. Je vous dis, il y avait quand même beaucoup d'entraide, sachant qu'on avait absolument en 40, on n'avait plus de moyens d'existence. Hein. Mon père était malade, et puis ma mère, c'était une femme au foyer, vous savez, à l'époque, les femmes de cet âge-là ne travaillaient pas. Et vous, votre famille, vous étiez pratiquant? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Donc vous étiez juif, mais français avant tout? Oui, c'est-à-dire que nous, disons que j'ai mes frères, déjà mes parents avaient quitté la Pologne parce que j'avais mes frères qui commençaient à bouger dans les partis de gauche, alors évidemment c'était assez dangereux. Alors ils ont commencé à militer quand ils sont arrivés en France. Alors non, on n'a jamais été élevé dans la religion. Et puis, on va vous dire, on a été comme ça jusqu'en 41. J'ai deux de mes frères qui sont venus de l'Exode. Et puis en 41, on a reçu pour un de mes frères une convocation avec le fameux billet vert. Donc il s'est présenté évidemment
au commissariat de police. Et là, il a été arrêté et envoyé à Pithiviers. Donc, il y est resté jusqu'en juin 42 à Pithiviers. Et il a fait partie du transport numéro 4. Donc, il avait 20 ans. J'ai un autre de mes frères qui était déjà très malade, qui lui a été arrêté dans un contrôle de police dans la rue, tout à fait par hasard, avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. Et là, ils l'ont emmené au commissariat de police, ils l'ont tellement tabassé qu'ils lui ont fait une perforation de l'estomac. Alors, au lieu de l'emmener à Drancy, ils l'ont emmené à l'hôpital Tenon, où là, il a été opéré. Il y avait un policier qui gardait sa chambre, des fois qu'il se serait évadé, et qui venait régulièrement demander s'il était transportable pour l'emmener à Drancy. Alors, évidemment, les chirurgiens qui l'ont opéré ont essayé de retarder le plus longtemps possible. Et puis, quand ils n'ont pas pu le garder plus longtemps, des infirmières se sont mises d'accord pour lui fournir des vêtements et le faire sortir clandestinement de l'hôpital. Mais malheureusement, il a été de nouveau arrêté. Et il a été envoyé à Drancy cette fois-ci, mais il y a eu un premier contingent de malades qui ont été libérés. Ça a été le seul. Et ouais, ça, Mais ouais. tout au début de l'ouverture de Drancy. Ouais, je savais pas qu'il y avait eu ça. Si, une ça a été libération. le seul contingent. Enfin, ils en ont libéré très peu. Alors évidemment, il est revenu à la maison, mais vous savez, dans les familles, c'est spécial parce que ce frère qui était, pour moi, il était normal, mais j'en voulais toujours à ma mère parce qu'elle ne s'occupait que de lui. Et qui était beaucoup plus âgé que moi, on avait 15 ans d'écart. Alors je lui disais toujours, oui, il n'y en a que pour lui. Alors elle me disait, vous dans la vie, vous saurez vous débrouiller, lui, il ne saura pas. Donc il devait déjà y avoir un problème et de santé et de psy. Bon, alors finalement, quand il est sorti de l'hôpital, ils lui ont trouvé un passeur, enfin il est passé en zone libre. Et après la guerre, quand il est revenu, il avait perdu la tête. Il a fini dans un hôpital psychiatrique, et j'ai réussi à le faire sortir quand je suis revenu de déportation, et il a fini ses jours à la Fondation Rothschild, à la maison de retraite. Ah. Enfin, il est mort relativement jeune. Il a vraiment eu une vie gâchée, quoi. Je crois beaucoup plus que moi, même moi qui ai été déporté, je crois que j'étais plus apte à supporter que ce que lui a supporté. Enfin bref. Alors finalement, on est arrivé à la rafle du Vel d'Ivre, bien sûr. Et le matin de bonne heure, on a vu arriver les policiers qui montaient dans les étages en tapant aux portes, en disant préparez un balut, un petit bagage, vous descendez, vous rassemblez dans la cour. Enfin, j'entendais des cris, enfin, on s'est mis à la fenêtre avec mes parents parce qu'on ne comprenait pas. Hein, parce que finalement, il y avait quand même des bruits qui couraient dans le quartier en disant qu'il y allait avoir des rafles. Alors les hommes, ceux qui étaient encore là, ils se sont cachés, n'ont pas dormi chez eux. Et dans les appartements restaient que des femmes et des enfants et des personnes âgées. Alors personne ne se méfiait parce que jusqu'à présent, ils n'arrêtaient que des hommes. Donc vous n'aviez pas, ce matin-là, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, vous n'avez pas entendu parler de cette rafle en particulier. Et puis absolument pas, du fait que finalement, on restait que mon petit frère 11 ans et puis ma soeur et moi, on était des préadolescents, si vous voulez, on était au courant de rien. Hein. Alors évidemment, on s'est mis à la fenêtre en regardant tout ce qui se passait. J'ai vu descendre des vieillards sur des civières, des femmes avec des familles nombreuses, avec des enfants qui hurlaient, enfin bref. Et puis, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis, une fois que la rafle a été terminée, les autobus étaient au coin de la rue. On a vu tous ces gens monter dans les autobus. Alors, ma mère, très inquiète, ils ne sont pas venus chez nous. On n'a pas compris pourquoi. Alors, ma mère, très inquiète, parce qu'on avait toute la famille qui habitait dans le quartier, avait demandé à ma soeur d'aller voir, enfin d'aller au renseignement, pour voir ce qui était arrivé. Alors, j'ai fait le tour du quartier, de mon côté. Ma soeur est partie d'un autre côté. Je n'ai retrouvé personne, parce que tout le monde avait été arrêté. Et quand je suis revenu au commissariat, ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient oublié de passer chez nous. Donc ils ont arrêté mes parents, mon petit frère qui avait 11 ans. Et vous n'étiez pas là du coup? Oui, je vous dis le laps de temps de faire le tour du quartier. Vous voyez à quoi ça tient? Alors finalement, quand je suis monté à l'appartement, ils avaient mis les scellés sur l'appartement. Parce que quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés. Et il y a eu quand même... comment vous dire, quand Pétain est arrivé au pouvoir, là, qu'il a fait le statut des Juifs, arrivé au mois de juin, enfin, vous connaissez toutes les interdictions qu'il y avait dans le statut, on va abréger, parce que je crois que tous ceux qui sont concernés connaissent
les interdictions qu'il y avait à l'époque. Mais au mois de juin 1942, c'est là qu'ils ont sorti le port de l'étoile jaune. Alors évidemment, moi, quand je suis parti le matin, j'étais en petite robe d'été, avec des espadrilles, et puis j'avais mon étoile qui était cousue sur la robe. Alors évidemment, je suis redescendu dans la rue en disant que c'est que j'ai bien pouvoir aller. Alors je me suis caché derrière une porte cochère, en attendant que ma soeur revienne, je ne savais pas de quel côté elle avait été. Et puis au bout de quelques temps, ma soeur elle n'est pas revenue, je ne l'ai pas revue. Je ne sais pas où elle avait été. Alors évidemment, je ne pouvais pas rester dans la porte cochère, les gens rentrent et sortent. Et j'avais, comme je vous dis, mon frère qui était à l'armée, lui était resté en zone libre. Il était marié, il avait un petit garçon de 4 ans. Et ma belle-sœur habitait à la République. Alors moi, dans mon imagination, je me suis dit, il y a peut-être eu des rafles que dans notre quartier. Hein. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait le nombre de quartiers qui avaient subi cette rafle. Alors au bout de quelques heures que j'ai attendu que ma soeur revienne, je suis parti. Et j'étais donc boulevard Voltaire, là, à la République, où habitait ma belle-sœur. Et quand je suis arrivé devant l'immeuble, il y avait la gardienne qui était sur le pas de la porte et qui me dit c'est pas la peine de monter chez ta belle-sœur, elle n'a pas été arrêtée, il y a quelqu'un qui est venu la chercher pendant la nuit, elle est partie avec le petit, ne t'inquiète pas, elle n'a pas été arrêtée. Alors elle voulait me rassurer. Alors je suis resté planté devant elle, j'ai commencé à pleurer, elle me dit qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit je lui ai expliqué que. Alors elle m'a fait rentrer dans sa loge, elle m'a gardé pendant une quinzaine de jours, mais vous savez, dans les loges à l'époque, hein, c'est pour cacher quelqu'un. Vous savez, il n'y avait qu'une seule pièce, avec un rideau puis un lit derrière. Alors à chaque fois que la porte de la loge s'ouvrait, j'étais obligé de me cacher sous le lit pour pas qu'on voit. Et au bout de 15 jours, elle a dit qu'il faut trouver une solution, parce que c'était aussi dangereux pour elle que pour moi. Hein. Puis ça ne pouvait être que provisoire, hein, ce genre. Elle avait été vraiment très très gentille, cette femme. Alors la solution, on cherchait, puis finalement je lui ai dit, moi la seule solution qui me reste, c'est de retrouver mon frère qui est en zone libre. Évidemment, puisque c'est le seul membre de la famille qui me restait. Alors, elle a réussi à me trouver un passeur, parce que j'ai su que par la suite, elle était affiliée au Parti communiste, et à l'époque, il y avait quand même des réseaux qui fonctionnaient déjà en 1942. Alors, elle m'a trouvé un passeur qui m'a emmené jusqu'à Bordeaux. Et là, quand je suis arrivé, parce qu'il m'a fait monter dans le train à la gare d'Austerlitz, et puis je ne l'ai pas revu de toute la nuit. Hein. Et puis quand je suis arrivé, que je suis descendu à la gare de Bordeaux, je me suis rendu compte qu'il convoyait une trentaine de personnes, des familles entières qui avaient échappé à la rafle et qui avaient trouvé ce passeur. Alors il nous a dirigés vers un hôtel en disant que le lendemain il viendra nous chercher pour nous faire passer la ligne à Mont-de-Marsan, dans la forêt des Landes. Puis le lendemain, on s'est préparé pour partir, puis il n'est pas revenu. Il avait encaissé l'argent de tous les gens. Alors évidemment, moi je connaissais personne. Hein. Vous savez, tous ces gens, tout le monde s'est dispersé. Et moi, je me suis retrouvée toute seule à Bordeaux. Alors là, ça a été l'angoisse et la catastrophe. Parce que moi, 15 jours avant, j'avais jamais quitté mes parents. J'avais jamais quitté mon quartier. Alors, vous savez, je me suis retrouvée toute seule à Bordeaux. Alors, ils nous avaient indiqué la gare routière quand on est sur le passage. Alors, au bout de quelques temps, je suis parti vers la gare routière. Et puis, j'ai vu les cars qui allaient donc à Mont-de-Marsan. Je me suis mis devant la porte du car. Les gens montaient. Au moment de démarrer, le chauffeur me voit sur le pas de la porte, il descend, et bien il me dit qu'est-ce que tu fais là, où sont tes parents? Parce que vous savez, à 14 ans, à l'époque, on n'avait pas l'allure des jeunes de maintenant. Hein. Alors je lui ai dit, je vais aller à Mont-de-Marsan, il m'a dit pourquoi faire, enfin il a bien compris. Il m'a dit, tu sais, c'est dangereux, parce que c'est la dernière ville avant la ligne de démarcation, et il y a beaucoup de contrôle de la gendarmerie française. Qui faisait la chasse aux étrangers, parce qu'à l'époque, je crois que pour les juifs français, il n'y avait pas encore de loi qui était sortie pour arrêter les juifs français. Alors finalement, il m'a dit reste à côté de moi. Moi, je suis originaire de Mont-de-Marsan. Les gens qui habitent en bordure des forêts comme ça, des lits, il y en avait qui avaient sa ferme d'un côté puis l'appartement de l'autre. Vous voyez, il y avait quand même pas mal de personnes dans le coin qui pouvaient aider, mais eux bénévolement. Alors il m'a fait monter dans le car, et je suis arrivé à Mont-de-Marsan avec lui, puis on a fait plusieurs bistrots, il demandait à ses copains, est-ce que quelqu'un veut faire franchir la ligne à cette gamine, enfin bref. Et puis comme c'était au moment des rafles, vous savez, on arrivait fin juillet, là, alors les lignes étaient doublement gardées, puis les gens du pays ne voulaient pas prendre de risques. Alors évidemment, ce monsieur avait l'air embêté, après il ne savait plus quoi faire de moi. Puis moi j'étais ennuyé pour lui, hein, parce qu'il avait voulu me rendre service, mais
Et il y a un jeune homme qui est arrivé, qui avait une vingtaine d'années, qui m'a dit, écoutez, moi j'habite juste en bordure de la forêt, je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer, mais je ne passe pas. Alors je suis parti avec lui, on est descendu dans un fossé, il devait être, je crois, 9 h du soir. Il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire. Alors, il y avait une grande étendue, et au loin on apercevait la forêt. Alors il m'a dit que j'attende qu'il fasse nuit, bien sûr. Et puis que j'avais trouvé une île de chemin de fer désaffectée. Il m'avait fait un croquis avec des chemins de traverse dans la forêt. Enfin bref, pendant une demi-heure, il m'a expliqué un tas de choses et puis il est parti. Alors moi j'ai attendu qu'il fasse un peu de nuit. Et puis je suis sorti de mon fossé, puis j'ai couru. Et puis ça, 14 ans, on court vite. Et je suis rentré dans la forêt, j'ai effectivement trouvé cette ligne de chemin de fer que j'ai suivie pendant pas mal de temps. Puis après, la nuit noire est tombée, j'ai commencé à paniquer parce que je ne reconnaissais plus rien. Puis vous savez, quand vous vous retrouvez toute seule dans une forêt, à l'époque, vous savez, nos livres d'enfants, c'était contes et légendes. Quand on était perdu dans une forêt, on risquait de se faire enlever ou de se faire dévorer par les bêtes fous. Donc vous voyez tout ce qui peut se passer dans la tête quand vous marchez toute une nuit dans une forêt, sans savoir où vous allez. J'avais l'impression que je tournais en rond. Parce que son plan, d'abord, même à l'heure actuelle, je suis incapable de lire sur un plan. Et puis les explications, vous savez, quand on commence à paniquer, on ne raisonne plus. Hein. Puis j'ai marché comme ça toute la nuit. Et vers 5h, 5h30, commençait à peine à faire jour, j'ai aperçu une ferme. Alors je me suis dirigé vers la ferme. Et puis là, il y a un brave paysan qui est sorti complètement affolé en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? Vous savez, quand on voit une gamine toute seule en pleine nuit dans une forêt. Alors je me suis perdu. Alors il m'a dit, t'as essayé de franchir la ligne? J'ai dit oui. Ben, j'avais réussi à passer. J'étais arrivé à Grenade sur la Dour, vous voyez, en tournant rond toute la nuit. Alors il m'a fait rentrer dans sa ferme, il m'a nourri, parce que ça faisait déjà plus de 48 heures que j'avais rien mangé. Je me suis reposé, puis il m'a demandé où je voulais aller. Alors je lui ai dit, j'ai mon frère qui est à Pau, j'avais aucune notion par rapport où j'étais, où se trouvait Pau. Hein. Alors il m'a dit, ça c'est pas loin d'ici, ça fait à peu près une quarantaine de kilomètres. J'étais dans la bonne région. Et puis finalement, il m'a dit, il y a un car qui passe à 6 h du soir. Alors il avait encore une vieille carriole avec un cheval. Il m'a donc amené jusqu'à l'arrêt du bus. Il m'a donné de l'argent, vous voyez. J'ai eu de la chance. Remarquez, c'était plus facile de s'occuper d'une gamine seule que des familles entières. Hein. Et puis finalement, je suis arrivé à Pau. J'avais l'adresse de mon frère, évidemment. Quand il m'a vu arriver, il a été un peu surpris, parce qu'il ne s'y attendait pas, parce que sa femme avait réussi avec mon petit-neveu à rejoindre mon frère à Pau. Et alors ils avaient placé mon petit-neveu dans une famille catholique. Et ma belle-sœur est partie en Auvergne, dans le Cantal, chez des amis dans un petit village où elle est restée là. Et mon frère, lui, son objectif, c'était de passer par l'Espagne pour rejoindre les forces françaises libres. Donc il était resté à Pau, donc j'ai eu de la chance qu'il soit encore là. Donc je suis resté avec lui jusqu'en novembre 1942. Et pendant tout ce temps, vous n'avez aucune idée d'où vos parents sont, ou votre petit frère? Je ne savais absolument rien de ce qui se passait à Paris. Et alors, en novembre 1942, comme les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord, évidemment, ils ont occupé toute la France. Hein. Alors mon frère là s'est décidé avec une partie des anciens militaires qui avaient réussi à franchir la ligne. Donc, ils sont passés par l'Espagne, donc il m'a laissé tout l'argent disponible en me disant essaie de trouver une ferme ou une famille pour s'occuper de toi. Mais moi, les 3 mois que j'ai passé à Pau, je suis pratiquement jamais sorti. Hein. Parce qu'il y avait le problème, mon frère lui était français, moi j'étais polonaise. On portait le même nom. Alors vous savez, les contrôles de police, il y en avait aussi quand on dit la zone libre. Alors finalement, je suis resté enfermé dans ces femmes. C'était une chambre de bonne, mais c'était presque un grenier. Alors lui, il pouvait sortir, alors il m'apportait à manger, il m'apportait des livres, vous savez, pour essayer de m'occuper. Et puis quand il est parti, donc en novembre 1942, il m'a laissé l'argent disponible en me disant d'essayer de trouver un hébergement. Au moins dans ma petite tête de gamine, je me suis dit, maintenant il n'y a plus de ligne de démarcation. Je pensais que c'était qu'un simple contrôle de police, que mes parents étaient peut-être revenus, parce que mon père avait plus de 50 ans, mon petit frère de 11 ans, ils ne vont pas garder des gens de cet âge-là. Vous savez, j'ai repris le train et je suis remonté à Paris. Alors évidemment, j'étais à l'appartement, il y avait toujours les scellés.
J'ai fait le tour du quartier en pensant qu'il y avait peut-être des membres de ma famille. Je n'ai retrouvé personne. Pas de nouvelles de ma soeur, je ne sais pas ce qu'elle était devenue. Et puis finalement, je suis retourné voir la gardienne qui m'avait hébergé. Alors elle était un peu surprise quand elle m'a vu revenir. Alors là, elle m'a encore gardé un moment, toujours en cherchant une solution. Et c'est là qu'elle m'a trouvé donc l'adresse de l'UGIF rue Vauclin. Il y avait un foyer dans une école rabbinique. Juste à côté d'ici. Ah, c'est d'accord, oui, oui. Donc je me suis présenté dans ce foyer, effectivement. Je suis resté quelques mois dans ce foyer, où là j'ai retrouvé une de mes petites cousines. Et ma sœur, donc, avait été chez ma tante. Et ma petite cousine, elle avait été placée, donc ma tante l'avait placée rue Vauclin, en pensant qu'elle allait être en sécurité. Elle était française, hein, ma petite cousine était née en France. Et là, j'ai retrouvé, c'est là que j'ai su que ma sœur et ma tante et sa mère avaient été arrêtées sur dénonciation. Alors, je suis resté quelque temps rue Vauclin. Et là, quand j'ai eu 15 ans, ils m'ont envoyé dans un autre foyer, rue Paul-Albert, dans le 18e. Je venais d'avoir 15 ans. Et là, on nous a envoyé travailler dans les bureaux de l'UGIF, rue de la Bienfaisance. Alors là, je suis resté donc de novembre 42 jusqu'en juillet 43, donc entre la rue Vauclin et puis la rue Paul-Albert. Et puis, en sortant de ce bureau, le directeur de l'établissement où j'étais avait demandé de passer à l'hôtel de ville, je ne sais pas ce qu'il avait commandé pour que je rentre. Alors évidemment, quand on sortait, on ne mettait pas l'étoile, enfin, on se faisait pas remarquer. Hein, on n'arrêtait pas des jeunes comme ça qui étaient tout seuls dans la rue. Et puis finalement, en sortant au métro hôtel de ville, il y a eu un contrôle de police à la sortie du métro. Alors ils avaient bouclé tout le quartier. Et puis quand je suis sorti du métro et qu'ils sont arrivés à mon tour, ils m'ont demandé mes papiers. J'en avais pas, on avait 15 ans, on avait besoin de papiers d'identité. Alors ils m'ont demandé comment je m'appelais, j'ai pas voulu leur dire mon nom, j'ai pas voulu leur dire où j'habitais, bien sûr. Je n'allais pas leur dire que j'habitais dans un foyer de l'UGIF. Et puis finalement, ils m'ont un peu secoué, puis ils m'ont emmené au commissariat de police, derrière l'hôtel de ville. Et puis là, évidemment, au bout d'un moment, il a quand même fallu que je donne mon nom. Et comme je figurais sur le fichier du recensement, donc ils m'ont gardé au commissariat. Et le soir, il y a un quart de police qui a fait le tour de tous les commissariats pour ramasser tous les gens qui avaient été arrêtés. Et j'ai été envoyé au camp de Drancy. Et le recensement, c'est vos parents qui étaient allés remplir le fichier de recensement. Comme c'était la police française qui convoquait, vous savez, on était très respectueux des lois. On était quand même une population très réservée, on se faisait pas remarquer. Moi, je me souviens, quand on allait à l'école, ma mère nous mettait en rang en disant on est des étrangers, la France vous a bien accueillis, soyez raisonnables, ne répondez pas. Enfin, vous voyez, on avait la leçon de morale avant de partir à l'école à l'époque, pour dire de ne pas se faire remarquer. Alors finalement, je suis arrivé à Drancy fin juillet 43. Alors là, je suis resté un mois à Drancy, jusque fin août 43, où j'étais désigné pour faire partie du prochain transport qui devait soi-disant aller travailler en Allemagne. Alors on était un peu sceptiques dans le camp parce qu'il y avait tellement de bruit qui courait. Alors on leur disait mais c'est pas possible. Les trois quarts c'était des femmes, des enfants, des personnes âgées. On disait qu'est-ce que ces gens-là vont faire dans un camp de travail. On disait vous les jeunes, vous irez travailler, puis le soir ça sera un regroupement familial. On avait du mal à y croire, mais enfin, on n'avait pas tellement d'autres solutions. Et les conditions à Drancy, vous étiez dans des... C'était des bâtiments où il n'y avait rien, c'est ça, il n'y avait pas de... Voilà, qui n'avait pas été terminé, voilà. Donc il n'y avait pas de cloison, il n'y avait rien, ils avaient fait des grands dortoirs, hein, et puis là il y avait des familles entières. Alors disons que nous les jeunes, on a été pris en charge par toutes ces femmes qui avaient déjà des enfants. Alors, on n'était quand même pas tout à fait livrés à nous-mêmes, et puis on avait quand même des corvées, parce que je me souviens, moi, ils m'avaient mis comme corvée dans la cuisine pour faire des pluches et des pains. Et le soir, les gendarmes nous fouillaient pour savoir si on n'avait pas volé quelque chose. Vous, à cette époque, vous êtes une jeune fille de 15 ans. Oui, puis, sans aucune... on n'avait pas une éducation sexuelle à l'époque, pour savoir. Enfin, pour moi, ça a été assez dramatique. Et puis finalement, quand je me suis retrouvé dans ces dortoirs, sur des paillasses qui avaient déjà pas mal servi, pour moi, à un moment, j'étais complètement inerte.
Et puis, ça a été pratiquement un soulagement. Parce que je me suis dit, ça y est, on avait toujours, quand on sortait, l'angoisse de se faire arrêter. Enfin, vous voyez, tout ce que, de se cacher, d'être méfiant de tout le monde. Alors là, je me suis dit, bon, bah ça y est, bah, je suis arrêté, j'ai fini de traîner la galère. Bah, je vais peut-être retrouver mes parents. On se faisait encore beaucoup d'illusions. Là. Et puis finalement, bah, j'ai été désigné pour faire partie du transport qui devait quitter Drancy le 2 septembre 1943 et qui portait déjà le numéro 59. Alors là, on a été dirigé évidemment sur la gare de Bobigny. Ça a été le premier convoi qui partait de la gare de Bobigny. Et, enfin, vous connaissez la suite. Comment ça se passe? Alors vous êtes à Bobigny, vous montez dans un train et vous savez absolument pas où vous allez. On est arrivé à Bobigny, on a vu un train avec une quantité de wagons à bestiaux, enfin, il y en avait des centaines. Hein. Alors là, ils nous ont précipités dans ces wagons à bestiaux à 70 personnes. Alors évidemment, des femmes, des enfants, des vieillards, tout le monde était entassé là-dedans, hein, debout serrés les uns contre les autres. Alors, ils ont mis un seau avec de l'eau, parce que le 2 septembre, il faisait très chaud encore. Et puis ils ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Et là, ils ont fermé les portes. Alors avec un peu d'imagination, vous pouvez vous rendre compte dans quelles conditions on a fait ce voyage de près de 3 jours. Alors la première nuit, les vieillards ont commencé à tomber parce qu'ils ne pouvaient pas rester debout, donc il a fallu se serrer davantage pour pouvoir les asseoir par terre. Et puis dans la nuit, il y avait des femmes avec des enfants qui hurlaient. Enfin, ça a été... Puis le lendemain, le deuxième jour, le seau hygiénique s'est renversé. Alors on a fini dans... Alors notre arrivée, quand le train s'est arrêté, je vais vous dire que quand les portes se sont ouvertes, on était contents de respirer un petit peu. Et puis là, c'est là que j'ai vu les premiers Allemands, avec les chiens. Et puis on a vu arriver les capots, avec les matraques, qui ont fait descendre tous les gens sur le quai. Il a fallu descendre les bagages, et puis descendre les personnes qui étaient mortes pendant le voyage, il y en a eu pas mal. Et puis c'est là, il y a un Allemand qui est venu avec un haut-parleur en disant que les personnes fatiguées, malades, enfin, il y avait des camions qui attendaient au bout du quai. Parce que le train à l'époque n'arrivait pas directement à Auschwitz, ils arrivaient sur ce qu'on appelait la Judenrampe. Vous marchez déjà tout ce passage pour l'arrivée au camp, qui est déjà long. C'est-à-dire que vous avez cette... Alors il y avait ces camions qui étaient là et avec le haut-parleur, l'Allemand disait les personnes fatiguées, les femmes, les enfants devaient monter dans les camions, que ça leur faciliterait l'arrivée au camp, que le camp était quand même à quelques kilomètres. Et puis nous, une centaine de femmes, même un peu plus, on a été encerclés par les capots. Puis de l'autre côté des hommes, et c'est là, il y avait 3 Allemands à l'autre bout du quai, qui faisaient la sélection. Donc on défilait devant eux. Puis il y en avait un qui avait une baguette en disant toi à droite, toi à gauche. On ne comprenait pas. Et là, on a été sélectionné à 106 femmes pour rentrer travailler dans le camp. Et je crois que des côtés des hommes, il y en a eu 230. Et tous les autres sont montés dans les camions. Et quand les camions étaient pleins, ils sont partis. Et puis nous, on est partis à pied en direction du camp de Birkenau. Et quand les portes se sont ouvertes, alors là, on avait vraiment l'impression qu'on arrivait en enfer. Parce que déjà, quand ça s'est ouvert, il y avait des odeurs. De la fumée, on ne voyait pas grand-chose. Puis quand on a commencé à marcher dans l'allée centrale, il y avait des cadavres par terre. Il y avait des chiens qui sautaient sur des gens qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. Vous savez, ça a été vraiment l'entrée dans l'enfer. Vous savez, quand vous arrivez d'un pays civilisé, que vous vous trouvez comme ça projeté dans cet univers, alors on nous a dirigés vers une baraque, on nous a dit nous déshabiller, qu'on allait prendre la douche. Et comme nous, on était sélectionnés pour travailler, on a eu le droit à une douche. C'était là une douche froide, évidemment. On n'avait ni savon ni serviette, puisque tous les bagages étaient restés sur les quais. Et puis, une fois que tout ça a été terminé, on nous a dirigés sur une autre baraque, on nous a rasés entièrement, et on nous a tatoué un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant, nous n'avions plus d'identité, et que de l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand, et éventuellement, selon le bon vouloir des capots, en polonais. Vous savez, quand vous parlez ni l'allemand ni le polonais, pour apprendre un numéro, en peu de temps, c'est pas évident. Et les capots passaient dans les rangs et au hasard interrogeaient une femme en lui disant comment tu t'appelles. On donne son nom. Et elles étaient matraquées immédiatement. Dans ces conditions-là, on apprend vite.
Alors là, on a commencé à poser des questions à ces femmes en disant mais, les gens qui sont montés dans les camions, à quel moment on va les retrouver? Vous savez, on a vite été au courant en disant regardez par les fenêtres, là, la fumée que vous voyez. Alors comment on peut imaginer que ces gens allaient donc prendre une douche, soi-disant, et pousser le sadisme jusqu'à dire vous avez des porte-manteaux numérotés, déshabillez-vous, relevez le numéro du porte-manteau, comme ça en sortant de la douche, vous pourrez récupérer vos vêtements. Ils faisaient tout pour que les gens ne paniquent pas. Alors évidemment, alors vous avez toutes ces femmes qui avaient leurs enfants dans les bras et qui attendaient patiemment pour aller à ces fameuses douches qui étaient en réalité des chambres à gaz. Et là, il y avait des commandos spéciaux qui récupéraient les corps pour les emmener au crématoire. Alors quand elles nous ont raconté ça, on dit elles sont folles, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, on est rentré dans 230 hommes et 106 femmes, vous voyez, 300 et quelques personnes, et il y a plus de 650. Comment est-ce qu'on peut arriver à tuer en l'espace d'à peine une heure? On n'y croyait pas, hein. Comment voulez-vous, c'était pratiquement inimaginable. Alors elles nous ont dit, vous ne faites pas d'illusions, ici vous rentrez par la porte, mais vous n'en sortirez que par la cheminée. C'est pas un camp de concentration, c'est un camp d'extermination. Alors tant que vous pourrez travailler, vous avez une chance de survie de quelques mois, de quelques semaines, mais après, le jour où vous ne pourrez pas travailler, vous finirez comme les autres. Alors voilà notre arrivée. Et vous êtes liés d'amitié ou de camaraderie avec certaines filles d'autres c'est-à-dire qu'on a été sélectionné à 106 femmes. Alors vous savez, sur le nombre de femmes qu'il y avait dans le convoi, quand on a quitté Drancy, tout le monde n'était pas dans le même wagon. On s'est trouvés séparés. Et je me suis retrouvé avec une seule jeune fille qui était derrière moi dans la file. Je ne la connaissais même pas de Drancy, je ne l'avais jamais vue. Elle était plus âgée que moi, elle avait une vingtaine d'années. Et dans la file pour se faire tatouer, elle était derrière moi. Donc on a un numéro d'écart. Et là, c'est la seule avec qui j'ai sympathisé. D'ailleurs, nous avons été les deux seules survivantes. De tout le convoi? De tout le convoi. Alors finalement, une fois qu'on nous a parlé de tout ça, on nous a dirigés sur une baraque. Vous avez déjà été à Birkenau? Oui. Bon, vous voyez l'étendue. Immense. C'est immense, hein. Alors on a été dirigé sur une baraque, là, on était à peu près 700 pour baraque. Vous avez vu le nombre de chalets qu'il y avait dans ces baraques. Alors évidemment, alors les chalets c'était sur 3 niveaux. Celui des bas était en béton et les deux autres en bois avec une paillasse. Alors évidemment, on s'est trouvé projeté à 6 par chalet. Alors ça faisait 18. Alors évidemment, pour dormir, c'était une bêche, parce qu'on n'arrivait pas à tenir. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec cette jeune femme. Et on ne s'est jamais quitté. Et puis, on a été désignés. Donc le matin, on avait l'appel vers 5h30 du matin. Donc il fallait déjà sortir des personnes qui étaient mortes dans la nuit pour les aligner devant les baraques. Parce que pour être comptabilisé, vous voyez la superficie du camp. Alors ça comptait, ça recomptait, ça durait des heures. Là, on était debout à l'appel sans bouger. Alors au mois de septembre, il fait encore beau, mais arrivé fin octobre, début novembre, il pleut. Les appels, c'était sous la pluie. Puis au mois de décembre, il neige. Et vous étiez vêtus comment? Vous aviez les... Non, on n'avait pas... parce que les vêtements rayés, c'était pour les déportés politiques. Alors nous, ils nous ont donné, vous savez, tous les bagages qui arrivaient, c'était envoyé dans un bloc spécial qu'on appelait le Canada, où c'était trié, ce qui n'était pas... Ce qui était bon à acheter, si vous voulez, c'était avec ça qu'on était vêtus. Alors, il y en avait qui avaient des robes qui arrivaient aux cuisses, d'autres des robes qui arrivaient par terre, enfin, avec un bout de ficelle pour tenir à la taille. Enfin, moi, je me suis retrouvé avec 2 chaussures du même pied. Là, ça a été affreux, parce que... Et puis finalement, une fois que l'appel était terminé, on allait à la cuisine pour chercher le café, qui était une eau colorée. Et on avait le droit à 2 tranches de pain, tu vois, les petits pains noirs, 2 tranches de pain et un carré de margarine. Et comme les nouveaux arrivants, on était quand même relativement encore en bonne santé, on était désignés pour aller travailler dans les commandos extérieurs. Alors là, quand on est arrivé, là on sortait du camp. Et quand on sortait du camp, là, on était encadré par les SS et les chiens, parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur du camp. C'était des femmes allemandes là, qui dirigeaient l'intérieur du camp. Les SS, ils étaient à l'extérieur, mais dès l'instant où on sortait travailler,
Donc c'était les SS qui nous accompagnaient. Alors, quand on est arrivé sur le chantier, ils nous ont fourni des brouettes, des grosses brouettes en bois avec des manches devant, des manches derrière. Donc on était 4 à porter les brouettes. Il fallait mettre des pierres, des morceaux, des planches, des planches et des grandes travées de rails. Et il fallait qu'on ramène ça au camp. Parce que comme les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe en 1943, il y avait des convois qui arrivaient de l'Europe entière. Alors il fallait agrandir le camp, qu'ils avaient baptisé Mexico, mais qui n'a jamais été terminé. Hein. Et une fois que la brouette était finie, on repartait. Et on faisait ça 12 heures par jour. Et le soir, quand on rentrait, évidemment, il fallait ramener les personnes qui ne pouvaient plus marcher, qui étaient presque mourantes. Et à l'intérieur du camp, il y avait toujours les 3 SS qui étaient là et qui faisaient la sélection pour savoir celles qui étaient encore capables de travailler le lendemain. Parce que pour eux, la main-d'œuvre, ils en avaient régulièrement qui arrivaient de l'Europe entière. Alors évidemment, c'était toujours l'angoisse de dire dans quel fil on va être. Et les blessés, par exemple, pouvaient aller dans une les blessés, il y infirmerie avait ce qu'on appelait le revire, l'infirmerie, mais c'était le mouroir, quoi. Parce que dès l'instant où vous ne pouviez pas travailler, l'après-midi, il y avait les camions qui passaient, puis comme tous ces gens crématoires, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Donc, alors finalement, je suis resté, moi, dans ce commando jusqu'en décembre 1943, pendant 3 mois. Et là, sur les 106 femmes, on n'était plus que 50 ans. En 3 mois. Alors on essaie de renouveler tous les transports qui arrivaient de France, on essaie de renouveler pour rester entre nous. Un groupe de Françaises, parce qu'il y avait quand même déjà le barrage de la langue. Puis on avait quand même une forme de solidarité, enfin, c'était pas très important, mais enfin, psychologiquement ça aidait un petit peu quand même. Vous vous entraidiez avec votre amie, la jeune fille, vous étiez... Avec elle, il n'y avait pas de problème, enfin, on essayait de reformer un petit groupe, parce que, vous savez, la vie au camp était en dehors de cette épée de Damoclès qu'on avait toujours en disant est-ce qu'on est dans la bonne file, on avait toujours aussi, comment ça s'appelle, de se défendre, parce que vous aviez beaucoup d'Ukrainiennes, vous aviez des Polonaises, vous aviez toutes les nationalités qui étaient là, mais pas que des Juifs. Hein. Et alors, elles avaient une autre forme d'éducation, une autre forme de vie. Alors souvent, on mettait en commun notre pain, enfin ce qu'on pouvait garder pour le lendemain, mais la nuit, elles arrivaient comme une nuée pour nous dévaliser. Alors il fallait faire attention, parce que les capots avaient le droit de vue d'humeur sur nous, parce que si on avait une tête qui ne leur revenait pas, elles pouvaient vous achever à coups de gourdin. Hein. Et les capots, c'était pas forcément des c'était SS. Pas des juifs, non, c'était des droits communs, des femmes qui avaient été... Mais pas des SS finalement, des prisonniers, non, quoi, des déportés. Ouais. C'était des prisonniers aussi, mais enfin, qui avaient un statut spécial, donc dans le fond, et elles avaient le droit de vie ou de mort. Oui. Mais ça n'a pas duré, parce qu'en 1944, après ça a été interdit. Parce qu'à l'époque, on nous avait dit, enfin, vous savez, on avait très peu de communication, on nous avait dit qu'elles avaient comment ça s'appelle, un pourcentage de personnes à tuer par jour. Alors évidemment, la vie au camp, déjà à l'intérieur du camp, était avec la hantise de dire comment on va finir. Et puis, alors, on s'était donné le mot, il y en avait une qui ne dormait pas, qui faisait la garde la nuit, et puis qui nous prévenait quand elles arrivaient. Alors évidemment... après, quand elles ont vu qu'on se défendait, elles attaquaient les nouveaux convois. Quoi. Alors, vous voyez, déjà la façon de vivre dans le camp. Et le soir, on allait chercher la soupe. Après l'appel, on allait chercher la soupe à la cuisine. Et c'est les capots qui distribuaient la soupe. Alors, évidemment, quand elles arrivaient à la fin du tonneau, qu'il restait encore quelques légumes qui traînaient, elles renversaient ça par terre dans la neige. Vous avez ces milliers de femmes affamées qui se traînaient à 4 pattes pour essayer de récupérer quelque chose. Alors nous, on s'était quand même donné le mot, là, notre petit groupe, en disant on ne va pas se donner en spectacle, puisque de toute façon, on se rendait bien compte que personne ne sortirait de là. Hein. On avait bien prévu que l'espérance de vie était très courte. Vous, à cette époque, vous pensez que vous ne sortirez pas du camp? Non, mais moi, vous savez, quand j'étais déporté, j'avais 15 ans. Et puis je m'étais mis dans la tête que je ne pouvais pas mourir à 15 ans, mais c'était une idée fixe. Vous voyez, de se raccrocher en disant c'est pas possible. Enfin, je vous dis, ça tournait à l'idée fixe. Hein. Alors finalement,
on s'est dit, si on ne doit pas sortir de là, on ne va pas se donner en spectacle, parce qu'elle riait avec les Allemandes, en disant, regardez, on vous disait que les Juifs, c'est pas des êtres humains, regardez, ils se comportent comme des chiens. Alors on s'était donné le mot en disant, bon, bah, ça fera une journée de moins de survie, mais enfin, on ne va pas se donner en spectacle. Alors on a continué à s'installer dans l'horreur du camp. C'est incroyable comment on peut s'adapter à ce genre de vie. Même à l'heure actuelle, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut se déshumaniser entièrement comme ça et de vivre même pas au jour le jour, c'est à l'heure. Vous projetiez pas du tout. Vous vous disiez jamais demain ou après-demain, c'était... Si, on parlait, vous savez, quand le soir, à 10h du soir, quand il y avait le couvre-feu, on parlait entre nous en disant, oh, s'il n'y avait pas eu la guerre, les projets qu'on aurait pu faire, vous voyez, bon, les femmes qui faisaient nous donnaient des recettes de cuisine, vous savez, quand on a fait, on parlait. Puis il y avait beaucoup de femmes qui étaient là, des enseignantes, enfin qui avaient fait des études, qui nous apprenaient des poèmes, vous voyez, qui essayaient de nous occuper un petit peu l'esprit. Enfin, c'était très réduit. Hein. Et alors, une fois que la soupe était terminée, on avait le droit d'aller dans une baraque qu'on appelait les latrines. Vous avez dû les voir. Hein. Ces grandes baraques avec des centaines de trous. Parce que tout le monde avait la dysenterie, je vais vous dire qu'on y allait en courant. Hein. Et puis une fois là, on était tranquille parce que ça sentait tellement mauvais que les capots restaient devant la porte. Alors là, on avait baptisé ces baraques Radio Chiottes. Ça portait bien son nom. Hein. Et puis alors, là, il y avait toutes les baraques du camp, on connaissait personne, qui venaient, parce qu'il y avait la maison aussi d'aller aux latrines. Et alors là, comme il y avait beaucoup de transports qui arrivaient de l'Europe entière, on avait des nouvelles de ce qui se passait à l'extérieur. On savait que les Allemands reculaient en Russie, en fin 1943. On savait que les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord, enfin ça on le savait. Alors ça nous remontait le moral en disant, bah, si les Allemands reculent en Russie, la Pologne c'est pas loin, on va peut-être libérer, ça nous remontait un peu le moral. Enfin, les convois continuent à arriver de plus en plus à partir de 1944, ça a été des convois qui arrivaient régulièrement. Il y en a même eu des fois 3 par jour qui arrivaient. Et puis je vous dis, on essaie de survivre comme on peut. Et un soir dans cette baraque, et ben, j'ai vu arriver ma sœur, début janvier 1944. Et elle avait été arrêtée en février 1943. Elle a été déportée en février 1943 avec ma tante, puisqu'elles avaient été arrêtées toutes les deux. Et ma tante, qui n'avait que 37 ans, elle est montée dans le camion. Donc ma sœur est encore là. Mais je ne l'ai pas reconnue, hein. On aurait dit, c'est elle qui m'a reconnue. Moi, je l'ai... Alors évidemment, les retrouvailles ont été très pénibles. Elle a commencé à pleurer en disant, je pensais que quelqu'un allait échapper à cet enfer. Enfin bref. Et quand elle m'a demandé où je travaillais, que je lui disais que je travaillais dans les commandos extérieurs, vous savez, fin décembre, moins 20 degrés, hein. Dans l'état où on était, il n'y en avait pas beaucoup qui survivaient. Hein. Et elle avait fait la connaissance d'une déportée belge qui s'appelait Mala. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de son histoire. Alors c'était une femme qui servait d'interprète, elle parlait plusieurs langues. Et elle travaillait dans les bureaux allemands. Et alors c'est elle qui tenait les fichiers des commandos. Alors il y avait tellement de disparitions qu'elle avait quand même des opportunités pour changer les commandos. Donc elle a réussi à me faire sortir avec mon ami de ce commando et nous faire rentrer à l'intérieur du camp. Alors il y avait une grande baraque qui était juste à côté de ce fameux camp qu'ils voulaient construire, là, qu'on appelait le Mexico. Et alors on était 2000 femmes là, à travailler dans ces baraques. Alors ma soeur travaillait dans une baraque, elle faisait de la couture, parce que tous les vêtements qui étaient récupérés, qui étaient en bon état encore, étaient désinfectés puis envoyés en Allemagne. Et moi, ils m'ont mis dans l'autre partie de la baraque où on faisait du tissage. Ça s'appelait la Weberra. Bon, enfin. Et alors là, on faisait du tissage, on nous fournissait des bandes de tissu, des bandes de caoutchouc, enfin différents matériaux. Il fallait faire du tissage très serré. Et il fallait faire 10 mètres par jour. Alors debout, pendant 12 heures. Alors sans manger, sans aller aux toilettes. Hein. Évidemment, au bout de 12 heures, il y en a beaucoup qui s'écroulaient par terre, hein, qui ne pouvaient pas tenir le coup. Et les capots venaient donc vérifier le soir si on avait fait nos 10 mètres. Et celles qui n'avaient pas réussi à les faire, ils les sortaient des baraques et leur faisaient faire des pompes dans la neige, comme punition.
Alors, j'ai vu bien qu'il y en a beaucoup qui ne se relevaient pas. Alors finalement, je suis resté avec ma sœur jusqu'en avril 44. Et là, malheureusement, un matin, ma sœur, j'ai pas réussi à la faire sortir de la baraque. Et malheureusement, ceux qui ne pouvaient pas sortir des baraques, l'après-midi, il y avait les camions qui venaient puis qui les emmenaient au crématoire. Et là, ma sœur, elle crachait du sang, elle était dans un état. Elle m'a dit, laisse-moi tranquille, je vais mourir. Ils vont me dire cet après-midi. J'ai pas réussi à la sortir, j'avais plus la force, moi, de la tirer pour la sortir à la peine. Et là, c'est là qu'elle m'a dit, écoute, toi, t'as l'air de tenir le coup. Alors elle me dit, essaie de tenir le plus longtemps possible et tu me promets. Et pendant 5 minutes, elle m'a dit, tu me promets, si tu as de la chance de revenir, de raconter ce qui nous est arrivé, qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Et pendant 5 minutes, elle n'a pas arrêté de me tenir, elle se cramponnait après moi en me disant, mais tu me promets, tu me promets. Et puis finalement, j'étais obligé de sortir à l'appel, et puis quand je suis revenu, elle n'était plus là. Alors je suis resté donc dans le camp jusqu'en janvier 45, ça faisait 16 mois. Et sur les censifères, on n'était plus que 2. Et là, le matin de bonne heure, il y a eu un appel, le 17 janvier, qu'il fallait évacuer le camp. Alors, et là, vous savez pourquoi à cette époque, vous savez que l'armée rouge arrive. On avait déjà des prémices, parce qu'ils avaient déjà fait sauter un crématoire. Donc, et puis il y avait beaucoup de transports, il y avait beaucoup d'évacuations du camp avant janvier, parce qu'il y avait quand même beaucoup de demandes de la part des entreprises allemandes pour travailler dans les usines d'armement. Alors évidemment, le camp commençait quand même petit à petit à se vider, parce qu'ils sentaient bien que la guerre était perdue pour eux, mais comme ils avaient besoin de main-d'œuvre, donc ils évacuaient le camp. Enfin, moi je suis resté jusqu'à la fin, quoi. Et là, c'est là qu'on nous a mis sur les routes en janvier 45, pas moins 20, ce qu'on a appelé la marche de la mort. Alors, je suis incapable de dire combien de jours ça a duré, qu'on a marché comme ça. Puis celles qui tombaient, les SS les sortaient du rang, puis ils leur mettaient une balle dans la nuque, on les laissait sur le bas de côté, celles qui ne pouvaient plus avancer. Et on est arrivé comme ça jusqu'à Gleiwitz, qui se trouvait à peu près une centaine de kilomètres de Birkenau. Et là, il y avait, dans une gare de marchandises, il y avait des wagons découverts, vous savez, des wagons à plateau. Ils nous ont fait monter dans ces wagons. Et on est arrivé au camp de Bergen-Belsen. Alors là, évidemment, ça a été l'horreur complète, parce que c'était un véritable mouroir. Il y avait des épidémies de typhus, les baraques étaient pleines de cadavres que les Allemands n'évacuaient même plus. Enfin là, j'y suis resté très peu de temps, parce qu'il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre. Alors on a encore été sélectionnés à 200 femmes. On nous a mis sur les lignes de chemin de fer pour aller au camp de Flessenbourg, qui se trouvait dans le sud de l'Allemagne. Alors là, il y avait le problème, c'est que les Russes bombardaient les lignes de chemin de fer d'un côté, les Alliés bombardaient de l'autre. Et nous, on était pris en tenaille dans ces wagons, fermés. Alors on était mis sur les voies de garage pendant 2-3 jours, ils ouvraient les portes. Il fallait qu'on sorte les personnes qui étaient mortes, ils nous donnaient de temps en temps un peu de nourriture, et puis le train continuait comme ça. On est arrivé donc au camp de Flessenbourg, où là on a été travailler dans une usine d'armement. Alors j'y ai travaillé à peu près 6 ou 7 semaines, et l'usine a été bombardée pendant la nuit, on a eu de la chance. Donc on s'est retrouvé bloqué dans le camp de Flessenbourg. Alors là on s'est dit, pratiquement tout, alors là ça devait être début mars, vers le 15 mars, pratiquement tous les camps avaient été libérés déjà. Et là, ils ont quand même réussi encore à trouver des wagons pour nous évacuer. Les transports des Juifs étaient prioritaires. Alors finalement, ils nous ont remis dans des wagons à bestiaux, où là, on a voyagé encore pendant quelques jours, jusqu'en Tchécoslovaquie, où là, quand ils ont ouvert les portes, évidemment, il y avait quantité... Sur ces voies de garage, il y avait des trains entiers qui étaient ouverts, avec des cadavres dans les wagons, qui avaient été abandonnés sur ces voies de garage. Et là, on a vu arriver des civils, c'était des Tchèques qui avaient demandé... Alors, on n'était plus gardés par des SS, on était gardés par des personnes d'un certain âge qu'ils avaient réquisitionné à la dernière minute pour remplacer les SS, la guerre n'était pas finie. Alors ils ont demandé, ces gens-là, quand ils ont vu qu'il y avait encore des gens vivants dans ces wagons, ont demandé s'ils pouvaient nous porter quelque chose à manger. Alors évidemment, ils ont accepté.
Alors pendant 2-3 jours on a été bloqué là, on a été nourri par les gens qui venaient tous les jours. Et le train est reparti. On est arrivé à Mauthausen en Autriche. Vous voyez le périple. Et puis finalement là, quand on est arrivé au camp de Mauthausen, ils nous ont mis sur la place d'appel en nous disant de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Alors là on s'est regardé, on a dit on n'est pas question, si on doit mourir, on va mourir debout, mais certainement pas dans une chambre à gaz. Et là c'était plus des Allemands qui nous gardaient, c'était des prisonniers allemands, enfin, qui remplaçaient les gardes. Alors on nous disait non, c'est des vraies douches, vous pouvez nous faire confiance. Alors on a dit on ne veut pas le savoir, faire confiance. On connaissait. Et on est resté debout à l'appel pendant des heures comme ça, sans bouger, en disant si on doit mourir, on va mourir debout, mais pas dans une chambre à gaz. Et puis finalement, arrivé dans la soirée, ils nous ont propulsés en contrebas du camp où il y avait 2 baraques qui avaient servi d'infirmerie pour les déportés du camp de Mauthausen qui avaient eu le typhus. Alors là, ils nous ont propulsés dans ces baraques où tous les matins on avait l'appel. Alors on a dû arriver là fin mars. Donc on est resté jusqu'au 5 mai. Le matin, on avait l'appel, comme si de rien n'était. On nous donnait un petit peu à manger de temps en temps, puis on était livrés à nous-mêmes. Il n'y avait pas de travail ou d'organisation. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, vous pensez. Tous les camps, d'ailleurs, le camp de Mauthausen, ça a été le dernier camp qui a été libéré. Alors finalement, on avait l'appel le matin, puis on retournait dans les baraques sur les chaliers, les 3/4 étaient des grabataires, dans l'état où on était. Et puis finalement, le 5 mai au matin, il y avait encore l'appel. Ça paraît incroyable, hein, jusqu'à la dernière minute. C'est vrai que ça semble dingue de se dire même en mai, alors qu'en mai en France, en mai 45, la guerre est finie, quoi. Enfin, ça faisait un an que la guerre était terminée en France. C'est dingue. Alors finalement, ce fameux samedi matin, avec mon amie Marie, j'ai dit, écoute, moi autant j'avais le moral et puis je sentais que c'était la fin de la guerre, puis là je me suis dit, ils vont encore trouver des trains, c'est qu'ils vont nous emmener, c'est pas possible, qu'ils nous trimballent comme ça d'un camp à l'autre. Et puis finalement, elle m'a sorti de force à l'appel, parce que c'était toujours le même problème quand on sortait pas des baraques. Et puis on est retourné, s'allonger sur nos chalets, et à 1h de l'après-midi, il faisait beau, là, le 5 mai, on a vu le drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen. Donc les Allemands avaient ouvert les portes, ils étaient partis, en disant qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient tuer tout le monde, qu'il ne fallait pas qu'ils laissent des survivants. On a vu descendre des hommes, donc avec leurs costumes rayés, on les voyait de loin, en se dirigeant vers nos baraques, en disant ne restez pas là, allez vous cacher, parce que les Allemands vont revenir, ils ont dit qu'ils allaient tuer tout le monde. Alors allez vous cacher dans l'état où on était. Alors ils sont partis en courant. Et mon ami elle me dit, écoute, on va essayer de partir. Et je dis, moi je tenais plus debout, mais j'avais vraiment perdu le moral. Alors autant j'avais été le coup jusqu'au bout, et là je me laissais complètement aller. Alors elle m'a sorti de force, et on est parti à une dizaine. Alors là il y avait un petit bois qui était derrière le camp. Alors on est rentré dans le bois, et on a marché tout doucement, pas très longtemps. On est arrivé comme ça jusqu'à Linz, qui était à côté de Mauthausen. Et là, en continuant à marcher, on est arrivé dans une clairière où il y avait un bâtiment. C'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là en tant que prisonniers, qui travaillaient dans cet hôpital. Alors ils nous ont ramassés, quand ils ont vu qu'on tombait devant le chef, devant eux, ils nous ont emmenés dans leur baraque, dans le fond du jardin où ils avaient leur baraque. Alors ils ont essayé de nous nourrir, mais on ne pouvait plus rien avaler. Et ça c'était le 5 mai. Et le 8 mai, la guerre était finie, les Allemands avaient capitulé le 8 mai. Donc les Américains ont occupé cet hôpital qui était rempli de SS. Alors ces prisonniers ont été les trouver en disant on a récupéré une dizaine de femmes, on ne sait pas quoi faire, elles sont en train de mourir. Alors, la chance qu'on avait, c'est que dans toutes les armées, il y a des médecins militaires, et puis les Américains avaient des médicaments. Donc ils sont venus nous chercher dans les baraques. Alors là, ils nous ont désinfectés, parce qu'on était couverts de vermine. On a pris une douche. Là, c'était vraiment une vraie douche. Et ensuite, ils nous ont pesé. Je ne pesais plus que 32 kilos. Et puis quand ils ont passé la visite médicale, évidemment, on avait attrapé le typhus. Donc on est resté bloqué dans cet hôpital jusqu'à fin mai 1945. Alors quand on a été, on peut dire, tenir debout, même pas marcher, mais tenir debout,
on a été rapatriés sur la France. Donc je suis arrivé à Villacoublay, on a été rapatriés en avion avec mon ami Marie. Et on a été, il y a un car qui est venu nous chercher, nous emmener à l'hôtel Lutetia. Alors là, évidemment, c'était la panique avec des centaines de personnes qui étaient devant la porte de cet hôtel, en nous demandant si on avait connu un tel. Et ils nous montraient des photos des personnes et puis on connaissait personne. Il y a tellement eu de morts, de déplacements, dans tout. Même les gens qu'on avait connus, on les avait perdus de vue, on ne savait pas si c'était mort. Parce que moi, j'ai vu pendant la marche de la mort des gens que je connaissais quand même. Et je me suis dit, ceux-là vont revenir, mais ils ne sont jamais revenus. Et puis quand on est rentré dans l'hôtel Lutetia, alors là, évidemment, ils nous ont repassé au DDT. Alors je vais vous dire, on était rasés encore, avec des plaies sur la tête. On s'attendait à notre accueil. Alors là, on nous a fait une carte d'identité provisoire. Et puis les gens qui étaient dehors rentraient, puis ceux qui avaient de la chance de retrouver de la famille, certainement qu'on devait leur donner un petit pécule, ou je ne sais pas trop quoi, et ils repartaient. Il y en a même qui repartaient avec un ticket de métro. Et puis dans la vie, on a eu une visite médicale provisoire, si vous voulez. Ceux qui étaient très malades étaient envoyés dans les hôpitaux. Et puis mon amie Marie, elle qui avait quand même 10 ans plus que moi, son fiancé n'avait pas été arrêté, donc il venait régulièrement, donc il est reparti avec mon ami. Et moi, je me suis retrouvé bloqué avec quelques adolescents, parce que j'ai été déporté à 15 ans, je suis revenu, j'avais 17 ans, et la majorité était à 21 ans, donc on ne pouvait pas nous lâcher dans la nature, dès l'instant où personne venait nous réclamer. Vous savez, il n'y avait pas de cellule psychologique à l'époque pour nous dire comment il fallait se comporter. Et puis c'était la panique complète, parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir revenir les gens dans l'état où on est revenu. Et vous vous souvenez de ce qui se passe pour vous, de comment vous vivez quand vous revenez à Paris, que vous retrouvez les rues de Paris? Qu'est-ce que... Non, là, j'étais bloqué. Moi, j'étais bloqué à l'hôtel Lutetia parce que tout de l'avion, on est directement dirigé sur... Et alors, on est resté bloqué là. Et mon ami, quand on est parti, elle m'a dit, quand tu pourras sortir de l'hôtel, elle m'a donné son adresse, puisqu'elle avait sa soeur qui n'avait pas été arrêtée. Donc, ils avaient un studio à Saint-Ouen. Elle m'avait donné son adresse en disant, si tu ne sais pas où aller, tu viens chez moi. Et là, on est resté bloqué 48 heures à l'hôtel Lutetia. Et là, il y a l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui est venu nous récupérer. Alors, je me suis retrouvé de nouveau dans un orphelinat. Vous savez, je m'attendais à un autre retour. À 17 ans, je me suis retrouvé dans un orphelinat. Vous savez, j'avais rien d'une gamine. Hein, là, j'avais plutôt l'air d'une femme majeure. Vous savez, dans ces orphelinats, il y avait beaucoup d'enfants. On leur avait dit que la guerre était finie, que les parents allaient revenir. Alors ça hurlait toute la nuit. J'avais l'impression que je n'étais pas sorti du camp. Et puis, vous savez, j'étais écorché vif parce que je m'attendais tellement à un autre retour. Vous pensiez retrouver peut-être de la famille? Peut-être de la famille, non, mais enfin, un accueil plus chaleureux, enfin, quelqu'un qui prendrait conscience de ce qui nous est arrivé. Mais là, ça a été l'indifférence complète. Hein. Quand on a voulu parler, personne n'a voulu nous écouter. En nous disant qu'on était devenus folles, qu'on racontait n'importe quoi. Alors finalement, au bout de 48 heures, je suis parti de l'orphelinat et j'ai retrouvé mon amie. Alors je suis resté avec elle quelques semaines. Puis évidemment, au bout d'un moment, alors on est retourné. Quand on a commencé à pouvoir un peu marcher, alors je lui ai dit, tiens, on va retourner dans le quartier, peut-être qu'il y a des amis de la famille qui ne savent pas que je suis rentré. Alors on est retourné à Belleville, et puis là, les gens, évidemment, on était reconnaissables, avec les cheveux rasés et puis 32 kilos, enfin j'en avais peut-être pris un ou deux depuis. Alors ils venaient vers nous en disant, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors quand on a commencé à parler, ça a été pareil, que c'était pas possible, qu'on était folle, qu'on n'avait pas le droit de raconter des choses pareilles, et puis qu'ils commençaient à nous dire, nous aussi on a été malheureux, on a été obligés de faire la queue pour avoir à manger, enfin bref. Et puis à un moment, on a pratiquement été culpabilisés, parce qu'ils nous ont dit, vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres? Alors finalement on s'est tu. Alors je suis retourné avec elle. Puis au bout de quelques temps, elle s'est mariée, c'était normal. Alors évidemment la cohabitation à trois, c'était pas évident. Alors là, il y a quand même les premières associations d'anciens déportés qui ont commencé à fonctionner, la FNDRP. Donc j'ai été les trouver en leur expliquant ma situation, pas que j'avais où aller. Alors, ils ont réussi au bout de quelques temps à me trouver un studio. Parce que j'avais été voir l'appartement où étaient mes parents, qui était occupé par des réfugiés qui avaient été bombardés. Et puis, vous savez que la Normandie, tout ça, tous ces gens se sont réfugiés à Paris. Le gérant, l'appartement était vide, et il a relogé
hein, il a reloué à des gens. Comme ça, sans... C'était normal, tu sais, tous ces appartements étaient, enfin les 3 quarts des appartements étaient occupés comme ça. Hein. Les gérants, ils étaient là pour louer les appartements. Alors quand j'ai été trouver le gérant, je lui ai dit, il m'a dit, bah, si vous voulez récupérer l'appartement, il faut faire un procès. Alors vous voyez, moi, à 17 ans, dans l'état où j'étais, je n'avais pas du tout l'intention de retourner dans cet appartement où j'avais vécu avec mes parents. Hein. Alors finalement, bah, je suis reparti, et là j'ai eu ce studio-là, dans le 11e arrondissement. Alors là, je me suis dit, bon, bah, faut que je cherche du travail, hein, parce qu'il faut bien vivre de quelque chose. Alors évidemment, à la FNDRP, quand on y allait une fois par semaine, ils nous donnaient des tickets de restaurant, ils nous donnaient un peu d'argent, en disant, revenez la semaine prochaine, on verra ce qu'on peut faire. Alors vous savez, j'étais bon, et quand j'étais vif, j'avais l'impression que je faisais la mendicité. Alors j'ai commencé à chercher du travail, mais chercher du travail, disons que ni physiquement, ni psychologiquement, parce que mon but c'était de rentrer. Ben, j'étais rentré, j'avais plus de but, plus rien. Alors là, vous voyez, le moral complètement à zéro. Alors j'ai commencé à chercher du travail, mais comme je vous ai dit, j'ai quitté l'école, moi j'avais 12 ans. Alors à chaque fois que je me présentais quelque part, on me demandait des références. Alors qu'est-ce que vous voulez donner comme référence? Et puis j'avais pas envie, je ne me sentais pas... Bon. Et puis finalement, de traîner la galère comme ça, ben, j'ai fait une tentative de suicide. Chose que j'avais jamais envisagée au camp. Et je me suis retrouvé dans un hôpital. Là, j'ai été soigné pendant 6 mois. Et puis quand ça a commencé à aller mieux, vous savez, de temps en temps, on fait surface avec les drogues, on replonge, on recommence. Puis au bout de 6 mois, ça a commencé à aller enfin, je reprenais mes esprits en disant, bon, il faut que je reprenne ma vie en main, je ne vais pas quand même abandonner maintenant. Alors je suis sorti de l'hôpital, et puis j'ai commencé à chercher du travail. Alors, toujours pareil, ça n'a pas été facile. Et puis un jour, il y avait une annonce dans un journal où il demandait une vendeuse dans un magasin de couture. Et je vais aller me présenter. Alors je me suis présenté, alors toujours pareil, je suis tombé sur une dame qui avait l'air très gentille. Alors elle commence à me demander où j'avais travaillé. J'ai cherché une vendeuse confirmée. Alors je lui ai dit, écoutez, j'arrête de vous raconter des histoires, puis je lui ai raconté un petit peu de ce qu'elle... Alors évidemment, elle avait l'air vraiment ennuyée. Alors elle m'a dit, écoutez, moi je suis que la directrice, je ne peux pas prendre d'initiative. Elle me dit, est-ce que je vais leur en parler au patron, est-ce qu'elle peut revenir demain? Alors je suis revenu le lendemain, alors elle m'a dit, écoutez, ils veulent bien vous prendre une semaine à l'essai, est-ce que vous pouvez faire de la manutention? J'étais capable de faire de la manutention. Alors j'ai fait ça pendant une semaine, et puis le samedi, elle me dit, écoutez, il y a une vendeuse qui ne s'est pas présentée parce qu'elle est malade, est-ce que vous vouliez essayer de la remplacer? J'ai dit, bah, je vais essayer. Et puis je suis resté 8 ans dans ce magasin, j'ai dû faire l'affaire. Alors évidemment, j'ai commencé à reprendre ce qu'on peut appeler une vie normale, parce que dans la journée, j'avais mon travail, mais le soir, vous savez, quand on se retrouve tout seul, c'est pas évident. Hein. Et puis quelques années après, j'ai rencontré mon mari. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants, j'ai 6 arrière-petits-enfants. Et puis pour moi, vous voyez, ça a été une revanche sur la vie. Voilà, j'étais revenu orpheline, j'ai quand même réussi à refaire une famille.